Bien, oui, donc je suis venu seul parce que Béatrice est restée pour garder les petits-enfants. Hein. Marie, notre deuxième fille, a accouché il y a un mois et donc avec les 4 autres, c'était difficile, donc elle est restée. Donc on était déjà venu ici, évidemment, d'autres fois, et le Père Bernard nous a demandé de parler un petit peu sur notre témoignage en lien avec la splendeur de la vérité, bien sûr, puisque c'est ce que nous essayons de vivre et que nous essayons de mettre en pratique. Donc le sujet pour cet après-midi, refuser de faire le mal, même si la fin est apparemment bonne. Donc c'est pour éclairer un petit peu le témoignage que je vais vous donner. Donc c'est vrai que Béatrice est médecin aussi, donc on a un temps de partage et de réflexion ensemble. Au départ, avant de m'installer, Béatrice, on a passé notre thèse avant de m'installer, on avait déjà 3 enfants. On en a eu 8. Et donc Béatrice n'a pas pris de travail tout de suite, bien entendu. Elle a pris un travail de médecine scolaire un petit peu plus tard. Et donc, avant de m'installer, avant d'ouvrir mon cabinet, on a réfléchi et on s'est dit, on ne peut pas démarrer la médecine comme ça. On a quand même une foi, on a un désir de vie et on a un sens à notre vie. Et on ne peut pas être médecin d'un côté et chrétien de l'autre. C'est quelque chose qui n'est pas une bonne conception, qui ne nous allait pas. Donc on a commencé par faire une retraite qui a été extraordinaire, qui était une retraite avec médecin et prêtre. Et donc avoir toute une vision de l'homme complète et sous le regard de Dieu. Ça a été vraiment quelque chose de très fort et qui nous a permis de rentrer dans la médecine, de rentrer dans notre métier, de rentrer dans notre vie, à la fois et de couple et de médecin, sous le regard de Dieu et pour apporter cette lumière qu'on avait reçue et qui pour nous est un trésor qu'on ne peut pas garder pour nous. Donc on a fait ce choix-là, ce choix bien entendu, choix de couple aussi, on avait choisi de vivre comme l'Église nous le demandait et nous le conseillait, et on témoigne de bonheur que ça nous a apporté de vivre avec les méthodes naturelles de régulation. On a pris un engagement, on a enseigné les méthodes Billings, on est toujours référent sur le sujet, et donc on a pris cet engagement-là. De couple déjà, et puis médicalement parlant, évidemment, je ne pouvais pas vivre une chose, enseigner une chose et faire le contraire au cabinet. Donc là aussi, décision à l'ouverture du cabinet, il n'est pas question de prescrire la contraception. Donc c'était un choix. Là aussi, si on veut se donner une fin, on s'en donne les moyens. Il est évident que de prescrire la pilule en disant que c'est pas bon, en disant que c'est pas bien, quelque part, j'étais pas cohérent et nous n'étions pas cohérents avec ce qu'on voulait. Donc ça a été le premier pas dans la crainte, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est vrai que le travail du médecin généraliste, c'est entre autres, c'est de renouveler la pilule. Une consultation, une femme qui va arriver pour mal de pied, mal de dos, mal de tête, et en fin de consultation, le docteur, vous me renouvelez ma pilule, j'ai terminé ma plaquette. Non, excusez-moi, ça je peux pas, mais si vous voulez, on en parle, etc. Et donc, un engagement fort, je créais ma clientèle, donc j'avais rien, des nouveaux, et je me suis dit, on verra, avec la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu était là, bien entendu. Donc ça, on a avancé comme ça, avec des déboires en tout genre, parce que des personnes qui ne comprenaient absolument pas, on s'est fait incendier, je me suis fait insulter, j'ai un petit peu tout, mais ça c'est... Et chaque fois, avec le réconfort après. Ceux qui m'avaient déjà entendu, il y a une situation qui avait été extraordinaire, 2 femmes qui arrivent comme ça, et donc, parce qu'une avait fini sa plaquette, et elles arrivent toutes les 2 dans le cabinet ensemble, 2 jeunes, et le docteur, je viens juste pour renouveler ma pilule, et je lui explique, écoutez, je ne prescris pas la pilule parce que, et je lui explique comme ça, et je n'avais pas fini même de commencer l'explication, qu'elle commence les 2 à me sauter dessus verbalement, à m'insulter, à me traiter de tous les noms. Bon, et puis elles sont parties en claquant la porte, j'ai pas eu le temps de dire grand chose, si ce n'est que je ne prescrivais pas simplement par respect pour ce qu'elles étaient, et puis c'est tout ce que j'ai pu leur dire. Et puis 6 mois après, non plus une femme qui revient comme ça, et que je ne reconnaissais pas sur le coup, et c'était une des 2 qui revenait, écoutez docteur, vous avez dit quelque chose quand j'étais passé, j'aimerais en savoir plus, et elle est revenue me demander la suite de l'information,
hein. Et après, je ne sais pas ce qu'elle en a fait, mais elle m'a remercié, etc. Donc, quelque part, même si c'est difficile, même s'il y a des épreuves, on est accompagné et la grâce est donnée, la force est donnée d'avancer dans cette direction. Bon, ça ce sont des anecdotes et des détails. Donc ce choix de ne pas prescrire la pilule pour rester en conformité avec les actes et ce que je voulais apporter. Et puis là aussi, toujours dans cette dimension d'être en rapport avec ma foi, et le respect de la vie, on a continué à avancer. Je me suis formé aussi en accompagnement parce qu'il y a le début de la vie, hein, donc le début de la vie avec toute la contraception, bien entendu, enfin en tous les cas la régulation des naissances, l'accueil de la vie, où là donc la formation Billings, etc. Et puis ensuite l'accueil des mamans, hein, des jeunes mamans. J'ai suivi énormément de nouveau-nés. Hein, parce que c'est un temps où les couples sont un petit peu déstabilisés. Hein, quand il y a l'arrivée d'un bébé, il y a une période difficile et c'est vrai que de pouvoir les accueillir à ce moment-là, de pouvoir leur apporter, et ils sont, étant déstabilisés, sont plus à l'écoute. Et donc on arrive à donner une parole et à avoir un suivi qui peut être qui est fort. Et puis après, il y a eu tout l'accompagnement de la vie et puis l'accompagnement de fin de vie. Là aussi, c'est un temps qui est très important parce que c'est ce combat de l'euthanasie qui est livré depuis longtemps, hein, puisque vous savez que le but, c'était contraception, avortement, euthanasie. Hein. Donc, contraception et avortement sont passés, l'euthanasie est en route. Donc, ce sont vraiment des combats contre la vie qui sont menés par la société et par certains membres de la société. Et notre place, nous, c'est de témoigner de la force et de l'amour de la vie. Donc je me suis formé en soins palliatifs et j'accompagne et j'ai enseigné les soins palliatifs. J'ai accompagné aussi, j'ai fait de la gériatrie pour pouvoir accompagner cette fin de vie qui est une période extrêmement difficile parce qu'il y a sous un certain regard une apparence de déchéance, et en fait c'est pas une déchéance mais c'est une diminution. L'humanité est toujours là mais moins visible et plus dure à porter, plus dure à accepter. Et donc il y a toute cette période de fin de vie où il y a des attaques énormes qui sont faites, et ce qui m'avait poussé à ça, c'était pendant mon internat où j'avais un collègue interne qui, quand il était de garde, le matin quand j'arrivais dans le service et que lui quittait sa garde, il me dit ben oui, cette nuit j'ai mis 4 perfs. Bon, il était content de lui, etc. Il mettait des cocktails lithiques et il vidait des lits. Hein, il faisait de l'euthanasie sauvage. Hein, comme ça, plus ou moins béni par le chef de service, mais pas toujours. Hein, et donc, parce qu'il en avait marre de voir ces personnes qu'il ne considérait plus comme des personnes, et donc il faisait un petit peu le... Et là, donc, on a eu quelques discussions, pas beaucoup, parce qu'il était un petit peu obtus, mais moi, ça m'a ébranlé, et c'est pour ça que je suis allé plus loin dans cette formation et dans cet accompagnement. Donc, tout ça pour dire que l'amour de la vie, l'amour de Dieu et la vérité des actes dans le but qu'on recherche, vraiment c'est quelque chose qui nous guide avec Béatrice et dont on veut faire passer ce message. Donc dans les différents engagements qu'on avait, Béatrice, qui est médecin scolaire, elle a repris une fonction de médecin scolaire, a aussi ce combat pour la vérité qu'elle livre tous les jours, parce qu'elle a un gros secteur d'écoute pour les ados et les jeunes du lycée dans lequel elle est, mais aussi un combat avec les parents, un combat avec les lois qui sortent, puisque théoriquement il devrait y avoir dans son infirmerie la pilule du lendemain, il devrait y avoir aussi distributeur de préservatifs dans son établissement, il va devoir y avoir aussi les packs contraception. Donc tout ça, ce sont des éléments évidemment qu'il n'est pas question qu'ils rentrent dans cette école, c'est une école catholique, hein, bien entendu, hein, et donc elle a mis son activité en balance face au directeur, et le directeur qui pour le moment marche dans le même sens et accepte malgré les pressions qu'il a de droite et de gauche, mais toujours pareil, pour rester en cohérence, hein, entre les actes et les intentions et le but ultime et le choix fondamental qu'on a fait. Je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Est-ce
que vous préférez qu'on pose des questions? Éventuellement, oui. Est-ce que vous préférez poser des questions? Ça serait peut-être mieux. Oui. Une question, souvent ce qu'on peut entendre, c'est par rapport à la contraception, que c'est moins grave que l'avortement. Et donc du coup, dans certains cas, pour certaines personnes qui ont on va dire, des comportements à risque, de prescrire la pilule pour éviter un avortement par la suite. Alors, ce que vous dites, on l'entend régulièrement, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que le message, il faut l'apporter en amont. De toute façon, une personne, j'en ai régulièrement, comme ça, avec des mamans qui arrivent avec leurs filles ici et là, etc. Et de toute façon, je ne leur prescris pas la pilule. Hein, parce que déjà, par rapport à moi, par rapport à ma foi, par rapport à mes intentions, par rapport à ma volonté, j'ai dit non, parce que pour moi, c'est un acte qui est, pour moi, mauvais. Donc je ne vais pas faire un acte mauvais, même si la fin pourrait paraître bonne ou moins mauvaise. Ce qu'il y a, c'est que je reprends les choses en amont, justement, dans le sens que je discute avec la maman et avec la fille en leur disant, mais votre comportement est-il correct? Hein, qu'est-ce que va vous apporter votre comportement? Jusqu'où allez-vous aller? Si vous voulez avoir ce comportement, vous l'assumez, c'est bien, et donc allez chercher ce dont vous avez besoin avec ceux qui vous aideront à fonctionner comme ça. Mais moi, ce que je vous propose, c'est une autre vie, c'est un autre regard, c'est autre chose. Hein, et si vous voulez, on en parle quand vous voulez, on reprend rendez-vous, parce que les rendez-vous ne sont pas toujours élastiques, mais je leur propose de revenir, hein, et de les voir même hors cabinet. Hein, et je reçois de temps en temps comme ça des couples ou des familles hors cabinet pour pouvoir approfondir les choses, pour pouvoir répondre à des questions comme ça. Mais au niveau médical, c'est un problème de comportement que vous soulevez là. Et évidemment, si le comportement lui-même n'est pas correct, je ne vais pas, moi, aider un comportement non correct, même si elle a l'intention peut-être plus tard de changer de comportement. Si elle veut avoir ce comportement, entre guillemets, qu'elle l'assume, qu'elle sache de ma parole, de ma bouche, elle saura que moi je ne suis pas avec un comportement comme ça, je lui dis que ce n'est pas un bon comportement. Hein. Après, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre de ce qu'elle veut faire, mais moi je ne l'aiderai pas à avoir ce comportement-là. Alors, il y en a qui n'ont pas bien entendu la question. La question, oui. C'est une question importante, c'est-à-dire, aujourd'hui on dira que la contraception est un moindre mal pour éviter l'avortement. Or, c'est une fausse question, parce que tous les chiffres sont là pour montrer que la contraception, elle fait grandir les avortements. Donc en France, nous sommes le pays où il y a le plus de contraception, et nous n'avons jamais fait baisser l'avortement. Et Jean-Paul II, dans l'Évangile pour la vie, dit que l'acte par lui-même de la contraception est moins grave que l'acte de l'avortement, si vous voulez, mais la plante est la même, c'est la même plante vénéneuse. La même plante vénéneuse, parce que déjà, quand on a choisi la contraception, on s'est fermé à la vie, et si la vie arrive, on risque de recourir à l'avortement. Une question qu'on peut... Jusqu'à quand tu vas pouvoir tenir une position comme celle-là si la loi imposait aux médecins de prescrire comme elle existe pour les pharmaciens? Pour le moment, c'est vrai qu'au niveau européen, il y a eu cet hiver une tentative de supprimer l'objection de conscience. Nous avons droit à l'objection de conscience, c'est-à-dire qu'on a le droit de prescrire ou de ne pas prescrire ce qu'on veut, hein, et d'avoir le comportement qu'on veut en fonction de notre conscience. Il y a eu une tentative de loi européenne pour supprimer l'objection de conscience des médecins. Les pharmaciens, malheureusement, ne l'ont pas, les infirmières ne l'ont pas. Les sages-femmes l'ont bientôt plus. Et les sages-femmes, pour le moment, sont en train de se battre pour la garder. Mais seulement, il faut dire que justement, la Cour européenne s'est retournée contre ceux qui avaient fait la demande en Espagne, et la Cour européenne a reconnu l'objection de conscience. Donc actuellement, il faut s'appuyer là-dessus. Hein, parce qu'on est en train... Alors c'est là où, le témoignage qui va suivre, le témoignage du martyr, c'est là qu'on va se retrouver devant des cas où nous devons l'objection de conscience. Nous ne pouvons pas faire un acte intrinsèquement mauvais contre notre conscience. Si la Cour européenne reconnaît l'objection de conscience, et si je pars du principe que tout être humain a une conscience, on pourrait imaginer que les pharmaciens et les infirmières et les sages-femmes, ayant une conscience, devraient pouvoir rentrer dans cette clause. On devrait pouvoir lever cet état de fait. Qu'en pensez-vous? Là, je n'ai pas de formation juridique suffisante pour vous répondre, je ne sais pas. Mais en pratique, ça paraît... Ce que vous dites est logique, mais voilà, est-ce que c'est la même logique pour tout le monde? Moi, étant donné que vous êtes... Pardon.
qu'il y a sur cette question de la pilule, on va peut-être être rattrapé par les désordres qui sont causés sur la nature, puisqu'on a déjà des études sur les rivières, et puis en fait on n'a jamais vraiment étudié la conséquence donc, des rejets biologiques, puisqu'en fait quand on traite l'eau, on fait des traitements d'eau, on fait des traitements classiques sur des problèmes. Mais pas sur, on ne traite jamais les rejets biologiques. Et donc ça a des conséquences donc, sur l'eau que l'on boit. Voilà. C'est un argument complémentaire. Et puis tous les effets biologiques, même sur la femme, sont extraordinaires et sont terribles, hein, mais on n'a pas le droit d'en parler. Bon, ça, ce sont des éléments énormes. C'est vrai que ce que disait le père, on est le pays, la France est le pays où il y a le plus de contraception. Hein. Ça a des implications aussi sur la fertilité masculine. Aussi, tout à fait, mais exactement, et tout se suit. Tout se suit. L'eau du robinet, surtout à boire ces substances. Voilà, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'hypofécondité. Hein, et aussi, c'est un sujet sur lequel... C'est pour ça qu'on parle de moins grave que l'avortement, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un désordre naturel global. Mais il y a aussi une question pour la contraception, c'est que la contraception a aussi un effet abortif, hein, puisqu'elle empêche la nitation lorsqu'il y a eu la fécondation. Mais j'aimerais d'abord que, on va continuer, mais simplement que, puisque Paul a fait des études justement au sujet de la fin de vie, et il est important d'avoir des idées claires sur la fin de vie. Hein. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire? Parce que justement, l'ambiguïté actuellement, hein, mourir dans la dignité. Voilà. J'aimerais que vous précisiez un petit peu ce qu'on peut entendre par mourir dans la dignité et comment on peut répondre à ces arguments actuellement de ceux qui veulent l'euthanasie pour mourir dans la dignité. Alors, d'abord, il faut définir ce qu'est la dignité et par définition, l'être humain est digne. Hein. Et c'est un état. Hein. La dignité, le discours qu'il y a entre mourir dans la dignité de certains lobbies et la dignité humaine, c'est là où il faut bien éclaircir le vocabulaire. Hein. Il y a la dignité de l'être et la dignité de l'avoir. Or, quand on parle de mourir dans la dignité, c'est la dignité de l'être. Et quel que soit votre état, que vous soyez un enfant de quelques jours, un embryon de quelques jours, ou que vous soyez une personne âgée à quelques instants du départ, vous avez la même dignité. Vous êtes la dignité de l'être humain. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. C'est une dignité de l'être. C'est pas parce que vous dormez que vous n'êtes pas digne, c'est pas parce que vous avez une jambe cassée que vous n'êtes pas digne. Hein. Vous êtes un être humain et nous sommes des êtres humains et donc on a la dignité de l'être. Et donc quand ils parlent de mourir dans la dignité, ils sont sur la dignité de l'avoir. Hein. C'est-à-dire qu'il est évident que quand on est handicapé, quand on a handicapé physique, handicapé mental, handicapé parce qu'on a perdu des capacités, on garde sa dignité humaine, hein, mais il est évident qu'on n'a plus les mêmes capacités. Et donc, il faut bien faire la part des choses, et c'est la dignité intrinsèque à l'homme, et celle-là est inaliénable. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Donc, l'homme, il est digne du début à la fin, de la conception à sa mort naturelle. Et tous les termes sont importants. Bernard. Je voudrais parler de l'objection de conscience. Je suis pharmacien retraité. Or, en fait, dans notre profession, c'est la valeur marchande qui a compté. C'est l'industrie pharmaceutique qui avait un gros lobby, un grand pouvoir financier. Et les pharmaciens ne se sont jamais opposés en majorité à la contraception. Un petit nombre se sont opposés, mais ils n'avaient pas la voix. Chez les médecins, le serment d'Hippocrate fait le respect de la vie. Et les sages-femmes, c'est la même chose. Elle est en lien direct avec la naissance et avec la vie. Donc les médecins sont... sur le serment d'Hippocrate, ont pu faire accepter l'objection de conscience. Mais à partir du moment où des médecins ont accepté l'avortement, de faire les avortements, l'establishment est un peu biaisé, un petit peu fragilisé. Et on voit que ceux qui ont fait des avortements, certains médecins reculent maintenant. Il y a de moins en moins de médecins qui veulent faire des avortements parce qu'ils voient un petit peu, quand ils voient des êtres qui viennent avec des membres et tout ça, c'est épouvantable. Hein. C'est insoutenable pour aussi les infirmières ou les personnels de soins qui voient ces cadavres ou ces bouts de membres. C'est destructeur de leur vie personnelle. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai qu'ils ont de plus en plus de difficultés. C'est pour ça que les seuls tarifs qui ont vraiment augmenté, c'est les tarifs
pour les médecins, pour les avortements, etc. Donc, et pour les FIV. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est pour ça que les recherches médicales sont énormément orientées vers les avortements précoces, ce qu'ils appellent maintenant, c'est la contraception d'urgence, hein, qui est la pilule non pas du lendemain, bien qu'elle soit abortive dans la majorité des cas, mais la pilule dite du surlendemain, qui est en fait déjà, puis après le RU 486 qu'on connaît, hein, la mifepristone, mais l'Elawan, la pilule qui sert pour du surlendemain, qui est la petite sœur jumelle de la mifepristone. Hein. C'est-à-dire que c'est une molécule qui va simplement s'opposer à l'action de la progestérone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va agir sur le tout début de la grossesse. Hein. Donc ça n'a en rien une contraception d'urgence. C'est un avortement précoce. Et tout est en train de démarrer maintenant là-dessus, toutes les recherches et tout est basé là-dessus, de façon à ce que plus on le fait, plus l'avortement est proposé, entre guillemets, précocement, plus on va d'abord décaler ça sur la femme seule, hein, donc le médecin il n'aura plus rien à faire si ce n'est donner son comprimé, hein, et encore il va être en vente libre, donc on peut le prendre comme ça, sans contrôle, hein, pour le moment il est sous contrôle, et surtout dans la mesure où c'est un acte qui va être fait très précocement, ou bien la femme n'en aura pas conscience, ou alors si c'est le RU 486 qui est donné, la mifégine ou mifepristone qui est donnée, et c'est ce qui se fait beaucoup actuellement, ce sont des avortements précoces. Mais et là j'ai énormément de cas et d'appels de femmes ou de jeunes femmes ou jeunes filles qui se retrouvant enceintes par accident, et donc sont surprises, vont consulter leur gynéco ou le planning familial. Et là, la réponse immédiate, c'est avant même qu'elles aient eu le temps de réfléchir, c'est tenez, prenez ça et demain ça ira mieux. Et on leur donne 1, 2 ou 3 comprimés suivant la date des dernières règles de mifepristone, hein, et on leur dit vous revenez dans 2 jours, je vous donnerai la suite, hein, et l'affaire est réglée. Hein. Et donc ce sont des femmes qui sont dans la surprise. Hein, et c'est vrai que ça n'est pas rien c'était quelque chose d'extraordinaire au sens vrai du terme de se retrouver enceinte pour une femme. Hein, et donc quand c'est pas prévu, ça déstabilise et on le comprend aisément. Et au lieu d'entourer, d'accompagner, de proposer autre chose, il est proposé, c'est ça votre problème, mais on va le régler. Hein. Et donc il y a énormément de cas actuellement comme ça, hein, où les femmes, on leur donne les comprimés avant même qu'elles aient eu le temps de réfléchir, et moi je les appelle après, hein, disant docteur, on m'a donné votre téléphone, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, voilà ce qui m'arrive, etc. Et on leur a fait avaler leurs comprimés à 100 avant de sortir du cabinet. Non, vous avalez les comprimés devant moi. Hein, et c'est le médecin qui leur fait avaler les comprimés avant de sortir du cabinet. Et quand elles sortent du cabinet, 2 heures après, elles ont réfléchi à ce qu'elles avaient fait, et elles sont affolées. Hein, et elles sont déstabilisées et on leur a fait faire un avortement sans même qu'elles le sachent et après elles réalisent. Et donc ces avortements précoces, il y en a de plus en plus. Hein, et ça déstabilise, par contre, ça fait beaucoup de dégâts parce que les femmes sont seules. Hein, et elles sont lâchées chez elles là, comme ça, avec des incidents ou des accidents qui sont graves, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une certaine proportion, je crois qu'il y en a à peu près 20%, qui font des complications hémorragiques, etc., et qui repassent au bloc après. Hein, donc c'est pas rien. Et de toute façon, elles se retrouvent seules à gérer cet événement. Alors, Paul, de toute manière, intervient demain matin encore. Hein, donc, j'ai encore une question à vous poser. Mais donc, si vous avez des questions précises, il faut en profiter pour demain matin. Précisez-les. Mais je voudrais surtout que vous disiez aux jeunes médecins, parce que bon, nous connaissons des jeunes qui font médecine, qui font... j'ai discuté avec 2 jeunes, par exemple, qui sont en faculté de médecine catholique, hein, à Lille. Bon, ils sont en 4e année. Ils n'ont eu aucune formation là-dessus. Faculté théologique catholique de France, à Lille. Bon, j'ai eu aucune formation. Donc ils sont tout à fait de bonne foi. Mais ils vont rentrer voilà, ils vont rentrer dans la vie et si personne ne les aide. Donc, ma question, c'est comment aujourd'hui pourriez-vous vous regrouper médecins catholiques? Comment donner confiance aux médecins catholiques pour leur dire il est possible de vivre véritable splendor, il est possible d'être médecin et d'être pour la vie, il est possible. Voilà. Alors je pense que votre témoignage, de toute manière, est là pour nous le confirmer. Mais comment vous voyez une organisation un peu pour aider les médecins catholiques?
C'est vrai que c'est une grande difficulté pour ça, parce qu'on se sent un petit peu seul. C'est vrai que je suis en lien avec, déjà sur Nîmes, parce que je suis à Nîmes, avec d'autres médecins catholiques. J'avoue, je crois qu'il n'y en a qu'un qui a vraiment fait le choix, autre que moi, qui a fait le choix de ne pas prescrire. Les autres sont des médecins catholiques, mais n'ont pas encore osé faire ce pas, parce qu'ils l'ont découvert en cours de route, quand ils ont fait leur métier, ils n'en savaient rien. Et donc ils sont encore là-dedans et ils sentent la nécessité d'évoluer. Mais ils en sont encore là, donc ils ont besoin de ce soutien. Et c'est vrai que c'est assez compliqué quand on a déjà démarré là-dedans de faire marche arrière. Je pense que là, il y a besoin d'une force énorme et d'un accompagnement énorme. Pour les jeunes, pour les étudiants, c'est vrai qu'il faut voir au niveau des aumôneries, il faudrait avoir un site, un lieu de rencontre et de partage et de soutien et de formation. Donc il faudra avoir un soutien de l'Église. C'est vrai qu'on a eu un temps de réflexion avec le Père Ginoux, qui est maintenant Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban. À l'époque, il était à Avignon et on avait fait un travail. On s'était retrouvés, on était une dizaine de médecins et on s'était formés là-dessus pour pouvoir après porter la parole auprès des jeunes et des étudiants. Il y a une question. Avant la question de l'avortement, de la contraception, la question première n'était pas la question de la sexualité. Comment justement éduquer nos enfants pour qu'ils ne fassent pas l'amour tous les 3 jours Alors, là, c'est très beau et la question est très juste. Et c'est vrai que là, je vais apporter aussi un témoignage de ce que j'ai la chance de pouvoir faire et de pouvoir dire grâce à tout ce que j'ai reçu. Régulièrement, j'ai une maman qui arrive avec sa petite fille ado, 13 ans, 14 ans, qui a eu 2 ou 3 fois ses règles, ou bien c'est juste ses premières règles, et qui vient, et la maman qui dit, écoutez docteur, il faudrait lui expliquer un peu ce que c'est, et puis peut-être lui donner ce qu'il faut pour pas qu'elle tombe enceinte. Bon, très bien, écoutez, soyez les bienvenus, asseyez-vous. Et là, je leur explique, et souvent les oreilles les plus grandes ouvertes sont celles de la maman plus que celles de la fille, bien que la fille écoute bien comme il faut, et je leur explique le corps féminin, la beauté et l'extraordinaire beauté du fonctionnement et du sens de tout ce qui se passe dans la transformation du corps de cette jeune fille qui devient de petite fille, qui devient jeune fille, qui devient future mère. Parce que tout est orienté, tout le corps féminin est orienté vers la maternité. Mais ça, c'est pas dit, c'est oublié, etc. Et quand je lui explique ça, la maman découvre complètement cette beauté. Et à partir de là, je continue sur qu'est-ce que l'acte sexuel, qu'est-ce qu'il représente. Et donc, je réunis union et procréation, parce que c'est complètement séparé, les gens n'y pensent pas. Béatrice posait la question dans une classe à un garçon, il lui dit, mais est-ce que tu te rends compte que si jamais tu as un rapport avec une fille, tu peux être papa? Et le garçon la regarde et lui dit, mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'était la réponse, mais du tac au tac. Ça n'a rien à voir. Et là, elle a repris les choses et ils ont entendu, mais déjà, le fait de lui avoir dit, tu peux être papa, il a répondu du tac au tac comme ça, et c'est là où il a entendu qu'il pouvait être papa. Et donc, il est rentré dans le respect. Respect du corps de l'un, respect du corps de l'autre, et le don des corps. Et donc, on repart sur l'explication, et c'est là où, en cabinet, j'explique à la fille et à sa maman ce que c'est que le don des corps, quelle est la signification de l'acte sexuel, etc., pour éviter qu'ils aillent se donner et faire n'importe quoi avec leur corps. Voilà, et que le plaisir est donné par le Seigneur, mais il est donné dans un certain sens. Dans tout ce qui est dans l'accompagnement de la vie. Le Seigneur a donné le plaisir, il a donné le plaisir du manger. Il a donné, mais la gourmandise est un péché. Il a donné le plaisir du boire. Parce qu'on a besoin de boire pour vivre, mais attention à ce qu'on boit et combien on en boit. Et il a donné le plaisir aussi dans l'acte sexuel, parce que c'est quelque chose de grandiose et qui est complètement ouvert, qui est pro-créateur. Donc il nous associe et il nous donne toute la dimension de joie et de bonheur qui va avec. Et ça, quand on donne ce témoignage-là, il y a une autre écoute. Et voilà un petit peu ce que j'essaye de dire pour éviter, pour que les jeunes entendent autre chose dans ce qu'est l'acte sexuel, pour pas qu'après ils banalisent ça. On continuera demain.